cette présentation vidéo qui est accompagnée d'un document que je vais vous détailler tout à l'heure, nous allons mettre en place une architecture réseau en plusieurs temps, réalisée sous VirtualBox et qui fera appel à des simples machines Windows XP et des routeurs Linux Zero Shell. L'objectif étant de mettre en évidence des concepts de routage, de redirection de port qu'on appelle le NAT et le PAT, et des redirections d'adresse, en vue de permettre à des postes se trouvant sur des réseaux privés d'accéder à Internet et à des postes se trouvant sur Internet ou raccordés à Internet, c'est-à-dire à distance, de pouvoir se connecter sur des services du réseau privé, d'un réseau privé. Et le tout séparé bien sûr par des routeurs. Donc l'objectif de cette présentation, ça va être de voir donc la logique de déploiement sans préparation particulière. C'est-à-dire que là, je vais débuter la présentation en ayant un routeur Zero Shell déjà installé et opérationnel, mais c'est tout. Et oui, j'ai aussi un Windows XP que j'ai préparé, mais il n'y a rien qui fonctionne pour l'instant réellement. Le routeur Zero Shell a déjà été installé, et pour y parvenir, je vous propose de consulter la petite présentation que je vous avais préparée à ce sujet, qui consistait à voir comment on faisait à partir d'une image ISO de Zero Shell téléchargée sur le site internet officiel, comment on faisait le déploiement, la configuration de base et l'administration permettant de constituer l'équivalent d'une box internet. Alors moi je fais mes présentations sur des machines virtuelles pour que les choses soient réalisables par vous qui êtes en mode apprenant, mais on pourrait le faire sous d'autres systèmes virtuels comme VMware par exemple, et on pourrait le faire en vrai sur des équipements ou par exemple des Raspberry ou des petites machines ou des machines tout à fait standards. Bon, moi j'ai un conseil peut-être à vous donner, c'est effectivement d'envisager de virtualiser vos équipements, de les conserver, de pouvoir les réétudier, les réutiliser, de les cloner. On peut faire d'innombrables expériences sans avoir déployé beaucoup de matériel, on gagne un temps fou, et j'insiste bien sur le fait que tout ça est très légal. Je ne vais pas inciter, voire même envisager de faire une entorse à la règle du respect des droits de propriété des logiciels. Alors la seule machine ici qui est présentée avec une licence est Windows XP, pour laquelle j'ai la licence. Alors évidemment c'est un produit qui est obsolète. À ce sujet, pourquoi XP, pourquoi pas Windows 10, pourquoi pas Windows 8 ou même Windows 7 qui est plus représentatif de ce que l'on pourrait trouver aujourd'hui? Tout simplement parce que moi je veux mettre en évidence des concepts de connexion réseau et des concepts de service. Et ces services et ces concepts de configuration réseau sont les mêmes, à part l'interface et la méthode qui changent, mais le résultat est le même. Et moi, c'est le résultat côté machine qui m'intéresse. Par contre, la façon dont le configurer, où se trouve l'interface, est-ce qu'elle est de la même couleur, est-ce qu'il y a un fond d'écran identique, etc., tout ça, ça n'importe absolument pas. Donc, je choisis XP. Et quelle est la vraie raison de mon choix de XP? C'est simplement que ces machines-là se contentent de 192 mégas de mémoire vive pour fonctionner tout à fait normalement. Là où il faudrait 1 giga ou pas loin, en tout cas 768 mégas au minimum, sous Windows 7 par exemple, et encore plus pour Windows 10. Imaginez que vous devez faire tourner une maquette avec 4 machines, plus 2 serveurs, plus un petit peu de Linux. Si vous n'avez pas 12 à 16 gigas de RAM, vous n'y arriverez pas avec des Windows 7, des Windows 8 ou des 10. Mais avec des XP, c'est tout à fait envisageable. Voilà, donc dans le document,
L'idée c'est de mettre en place une architecture réseau avec des routeurs zéro shell, et je vais donc les virtualiser sous VirtualBox. Pour réaliser les exercices, je vais utiliser des routeurs zéro shell en version 3.8, 64 bits. Bon, on peut parfaitement utiliser des versions précédentes. Pour ce qu'on va faire, ça ne changera pas grand chose. Le poste qu'on va découvrir, qui s'appelle technicien, lui sera en fait produit par ma machine réelle. Pourquoi? Tout simplement parce que sa situation réseau, c'est le réseau de sortie que j'ai représenté comme s'appelant réseau internet. Vous allez voir tout de suite. Le réseau local qu'on va mettre en œuvre au début, je vais le configurer sur un réseau interne propre à VirtualBox, l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un VLAN, que je vais appeler vert. Et lorsqu'on rajoutera dans la deuxième partie le réseau supplémentaire, que j'appelle ici réseau ajouté, je le configurerai aussi en mode interne, mais en changeant d'étiquette, je l'appellerai rouge, et ça fera l'équivalent de deux VLAN qui seront indépendants, et donc deux domaines de diffusion. Voilà, alors pour configurer, on va le voir en détail, mais les deux réseaux vert et rouge sont des réseaux internes dans VirtualBox, tandis que le réseau de sortie est configuré en mode pont. Alors voilà le schéma initial de la configuration. Voilà, là on voit en gris le réseau qu'on va fabriquer, donc constitué d'un ordinateur PC1, avec un routeur, où on voit ici une patte en ETH0, une patte en ETH2, c'est-à-dire deux cartes réseau, une qui s'appellera donc ETH0, une ETH2, alors on peut supposer qu'il en manque une entre les deux, il y aurait ETH0, ETH1, ETH2. Je préfère toujours, lorsque j'ai besoin seulement de cartes, d'en prévoir 3 en réserve, et elle nous servira, on va vite le découvrir dans d'autres présentations, pour y mettre par exemple des connexions Wi-Fi ou une zone DMZ. Bon, ça a déjà été expliqué, la mise en place du routeur zéro shell dans une vidéo, dans lequel, si vous l'avez vu, vous avez pu remarquer que je pratique comme ça systématiquement. Le routeur, je vais l'appeler R1, et on voit déjà qu'il faudra activer le NAT sur l'interface de sortie ETH02. Ça, c'est tout simplement parce que pour permettre à ce poste-là d'accéder à Internet, il faudra que l'adresse IP que ce poste a soit remplacée par l'adresse IP que cette carte-là aura, de façon à ce que le réseau qui se trouve ici puisse dialoguer avec cette adresse IP. L'explication est donnée dans le document, je vais juste la résumer simplement ici. Dans ce réseau, ce qu'on ne voit pas sur mon schéma, c'est qu'il y a ma box Internet. J'ai ici une box, comme tout un chacun, qui me permet d'accéder à Internet, et cette box n'est absolument pas au courant du réseau que je vais ajouter maintenant. Et si je ne configure pas de route dans cette box, c'est-à-dire que cette box-là ne pourrait absolument pas remonter dans cette direction-là. Par contre, tout ce qui est sur son réseau et qui possède donc des adresses appartenant à ce réseau-là, comme par exemple ce point-là, ou bien celui-là, la box peut parfaitement échanger des données, donc renvoyer des données venant d'Internet qu'aurait pour destination ce réseau-là. Le but de faire du NAT, c'est de permettre à tout ce qui est au-dessus de ce routeur de remplacer l'adresse qu'il utilise. Par exemple, ce PC-là aura une adresse sur ce réseau-là, et lorsqu'il franchira ce routeur, il passera en dessous, en passant en dessous, il obtiendra l'adresse de cette machine, mais de cette carte-là. Et cette machine, cette carte-là, je montre ici, est située sur ce réseau-là. Donc l'adresse qu'obtiendra le paquet qui sortira par ce routeur est une adresse que ce réseau-là comprend. Et donc la box qui est ici pourra dialoguer avec cette requête, enfin avec en tout cas ce paquet, pourra manipuler ce paquet. Vous voyez un PC ici, c'est le PC que j'ai expliqué tout à l'heure qui s'appelle poste du technicien, et ce PC là, il va être joué par, son rôle va être joué par mon PC, qui va servir à faire des tests lorsqu'on va chercher à remonter dans cette direction là. C'est-à-dire la requête partira d'ici, elle franchira le réseau ici qui symbolise Internet, elle montera dans notre premier routeur zéro shell et elle ira jusque là.
Donc, le PC1, c'est lui. Le PC2 qu'on évoque ici, on le rajoutera plus tard, on va s'en rendre compte dans quelques instants. Et on va mettre en œuvre donc ce réseau-là dans un premier temps. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on souhaite, c'est que le routeur R1 donc et le NAT activé, sur la base que j'utilise, c'est déjà fait, mais on va contrôler que c'est fait. Mais c'est fait pourquoi? Parce que je prends une configuration que j'ai déjà établie, qui me sert de base à toutes les manipulations. Et cette configuration, comme je vous le disais tout à l'heure, a déjà été expliquée dans une vidéo précédente pour la mise en place de base d'un routeur zéro shell. Sur le réseau internet ici, il y a une box qui donc me donnera mon adresse IP à ce point-là. Donc en clair, ici, je ne vais pas mettre d'adresse IP fixe, je vais demander à ce que cette carte en obtienne une, et ce faisant, elle obtiendra l'adresse de passerelle, c'est-à-dire du routeur qui est là, et l'adresse IP, le masque, qui lui serviront donc à se positionner ici. Donc la mise en place, la voilà, on va construire tout ça. Alors pour construire tout ça en virtualisation, je vais utiliser mon routeur zéro shell que j'ai déjà préparé. Bon, pour être, je dirais, efficace, je vais vous montrer la suite du document et ce à quoi ressemblera le réseau tout à l'heure. La deuxième étape qu'on ajoutera tout à l'heure, après des modifications, ce sera de rajouter tout ça. Et en fait, si on regarde bien les composants qu'il y a ici, c'est grosso modo la même chose que ce qu'il y a là. Donc pour gagner du temps, mon routeur étant déjà préfabriqué, je vais le cloner afin d'obtenir un deuxième routeur et que je renommerai, que j'appellerai routeur 2, que j'adapterai. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ces deux routeurs aient les mêmes adresses MAC que celui-ci, et bien sûr qu'ils n'aient pas les mêmes adresses IP. Pour les adresses IP, c'est facile, on va les réaffecter nous-mêmes. Pour les adresses MAC, il faut faire attention, lors du clonage, de bien spécifier qu'on veut de nouvelles adresses MAC. Voilà, donc je vais le cloner tout de suite, mais je ne vais pas l'utiliser immédiatement celui-ci. Le poste PC2, j'en ai un déjà qui est prêt, donc je ne vais pas avoir besoin de le cloner, mais il vous faut un deuxième poste, ici également, avec des adresses MAC différentes de celle-là. Donc je vais revenir sur le schéma initial, pour qu'on ne soit pas trop perturbé, et on va cloner le routeur zéro shell. Cloner. Clone de routeur zéro shell, alors je vais l'appeler, c'est pas très joli comme nom, routeur zéro shell 2, ça me paraît assez simple. Et la case qu'il faut donc pas oublier de cocher, c'est celle-ci. Initialiser, ça veut dire en fait qu'il va reprogrammer de nouvelles adresses. Le clonage, je veux un clone lié. Bon, c'est pas une vidéo qui présente les spécificités de VirtualBox, donc je ne vais pas expliquer ça en détail, vous le faites, vous lisez, et vous comprendrez que l'intérêt pour nous, il est de faire un clone lié, vous allez comprendre tout de suite en comptant le nombre de secondes que ça va mettre dès que j'aurai cliqué sur cloner. 1, 2, et j'ai même pas eu le temps d'aller jusqu'à 2. Maintenant regardez, en dessous vous avez votre deuxième routeur, ici le premier, tous les deux sont identiques, si ce n'est le nom et les adresses MAC. Donc, je mets celui-là de côté, je vais m'occuper de celui-là. Ici, c'est mon PC qui va me servir de PC1, et celui-ci me servira tout à l'heure de PC numéro 2. Je démarre le PC1, je démarre le premier routeur, je peux même les sélectionner tous les deux comme vous le voyez, clic droit, démarrer. Donc, ici le PC a déjà démarré, le routeur est en train de démarrer. On va le laisser faire tranquillement. Le PC, pour l'instant, on le met de côté quelques secondes. Pour que ce soit plus lisible, je vais un petit peu agrandir cette fenêtre. Donc voilà, le routeur zéro shell est configuré comme vous pouvez le voir là-haut dans le cadre. Je ne peux pas passer ma souris sur cette fenêtre pour vous montrer, mais vous voyez qu'il y a une adresse IP en haut à droite avec un login pour le user qui est admin et un mot de passe qui est zéro shell. Je vais vous montrer les adresses IP en cliquant sur la lettre I comme IP Manager.
Vous pouvez voir qu'il y a une carte TH00, une TH01, une TH02. La carte TH01 est volontairement laissée vacante. La carte TH02 est déjà configurée parce que je vous le rappelle, j'utilise une machine qui a servi à la démonstration de l'installation de base de Zero Shell, mais je vais vous montrer en fait l'action qu'il avait fallu faire pour que cette carte devienne une carte en DHCP. Quant à la carte TH0, là encore, il est indiqué dans ma présentation de démonstration de Zero Shell que je préfère toujours garder l'adresse IP par défaut de Zero Shell, qu'on voit ici apparaître avec l'index 1, à savoir 192.168.0.75, et je préfère donc la garder pour y ajouter une deuxième adresse et me servir de cette deuxième adresse comme adresse officielle de passerelle, c'est-à-dire adresse officielle de la carte TH00. Alors, je vais faire comme si tout ça était obsolète, à refaire. Je vais enlever l'adresse numéro 2, je vais passer la carte TH02 en mode standard, et puis on va refaire cette config assez rapidement. Donc je vais commencer par la carte ETH00, où je vais enlever l'adresse numéro 2. Regardez bien l'écran, il y a écrit numéro 2 entre parenthèses, je veux enlever cette adresse. Enlever l'adresse, je regarde les commandes disponibles, c'est pas A, c'est pas M, je ne vais pas la modifier, c'est pas changer d'interface, c'est pas avoir les infos, c'est D comme delete, IP address, D. Il me suggère une carte qui est ETH00. Si c'est bien sur cette carte qu'il y a une adresse à enlever, je n'ai qu'à faire entrer. Si ça n'avait pas été cette carte, il aurait fallu que je tape le nom de la carte. Ou je peux le faire de toute façon ici également comme ça. D'accord? Maintenant, il me demande quel est l'index de l'adresse que je veux enlever, le 1 ou le 2. Alors, il suggère le 2, si c'est pas 2 que je dois enlever, je tape le numéro que je dois enlever. Ici, on voit que c'est le 2 et c'est exactement celle-ci que je vais enlever, j'ai juste à faire entrer. Et là, en toutes lettres, je mets yes pour retirer l'adresse. Voilà, quasi instantanément, l'adresse a été supprimée. On voit que la première adresse est restée et je vais la laisser. La carte possède une adresse et je vais immédiatement en ajouter une, mais en choisissant cette fois-ci, sur la carte TH00, je fais entrer l'adresse que je veux lui affecter. Je vais affecter cette adresse. Le masque est calculé automatiquement en fonction de la valeur de réseau. Et donc là, la machine ne se trompe pas, il s'agit bien d'un masque qui lui correspond. J'ai juste à faire entrer. Si je dois le modifier, je le modifie, je le retape. Regardez, l'adresse est positionnée. On voit qu'elle est à up, en bout de ligne de l'adresse, ça veut dire que l'adresse est prise en compte. Pour le reste, ETH01, on n'y touche pas. ETH02, on va retirer l'adresse. Alors, regardez, si j'appuie sur D et que je tape ETH02, il va me proposer l'adresse IP 2, mais là, vous voyez, curieusement, il nous propose un index, mais il n'y a pas d'adresse. Alors, on va forcer, j'ai juste fait entrer, je fais yes, et vous apercevez qu'en fait, il ne fait rien. Donc le système là est, on va pas dire buggé, mais un petit peu bizarre dans son comportement, parce que je ne peux pas enlever une adresse dynamique de cette manière. On voit qu'il y a marqué dynamic, ça veut dire dynamique. Dynamique, ça sous-entend que cette adresse a été obtenue par DHCP. Donc, si je voulais remettre la configuration d'origine de la machine Zero Shell, telle qu'on la trouve quand on fait la première install, je sélectionnerai l'interface et je mettrai disabled avec un D à la fin sur cette carte. À ce moment-là, au moment où je fais entrer, il restitue l'adresse au serveur éventuel et il se débarrasse. Et si vous regardez maintenant, la carte est sans adresse IP. Voilà, et là ça me convient. Je suis à peu près dans l'état dans lequel je voulais que la machine soit.
Pour finir là-dessus, sur cet écran, ensuite on va passer en mode graphique. On s'aperçoit que donc j'ai pas d'adresse sur ETH2, j'en ai pas sur ETH1, mais c'est normal et je n'en veux pas. Il y a un statut No Link Detected, ça veut dire qu'elle n'est pas connectée. Et ETH00 possède les deux adresses. La première c'est celle d'usine, je n'y touche pas. La deuxième c'est celle que nous venons de mettre. Juste une remarque, pourquoi j'ai mis cette adresse, pourquoi pas une autre? Parce que en fait cette adresse c'est l'adresse que j'envisage de lui donner par rapport au schéma qui est que j'ai préparé. Alors on voit ici 192.168.100.0, ça exprime en fait toutes les valeurs du réseau au-dessus du routeur. Et je donne la dernière adresse de ce réseau à ma patte ETH00. Aussi, c'est une habitude de travail. Donc la dernière adresse, c'est la 254. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, une dernière chose à rappeler. Pour ça, je vais passer en petite fenêtre dimensionnée sur mes cartes réseau de VirtualBox que je peux voir ici dans l'ordre. ETH0 doit être celle-ci, ETH01 doit être celle-là, ETH02 celle-ci. La ETH00 donc c'est celle-ci. J'ai choisi de la mettre sur un réseau que j'ai appelé vert. Donc là encore, c'est pour me mettre en conformité avec ce que j'avais prévu de faire ici. Donc ma machine est déjà sur ce réseau. Sinon, je choisis parmi les réseaux que j'ai, et si je ne trouve pas ce qui m'intéresse, je le crée en le tapant ici. Donc elle est sur le réseau vert. J'ai plus besoin de cette fenêtre pour l'instant. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. La machine étant sur le réseau vert, il faut donc que le Windows qui est ici soit aussi sur le réseau vert pour pouvoir dialoguer avec la machine. Donc je vais tout de suite le vérifier. Elle est sur le réseau vert, c'est bon. Je démarre ma machine XP. J'ai un mot de passe. La machine démarre. Alors, pour que vous compreniez bien, j'ai fait exprès de choisir un fond d'écran vert pour cette machine. Donc, il me reste à mettre une adresse IP sur cette machine. Alors au niveau de Windows, alors j'ai pas les icônes qui apparaissent ici, je vais donc le faire de cette manière là. Je vais mettre une adresse IP, je crois que j'avais déjà fait en fait, non, qui est 192.168.1, première adresse de mon réseau, et comme passerelle 192.168.100.254. Je mets le DNS ultra répandu de Google pour nous aider à sortir sur Internet et je valide. À ce stade-là, si le système est bien installé, je dois pouvoir, dans le mode commande de Windows, vérifier mon adresse. Je vois aussi mon masque et ma passerelle. C'est ce que je viens de mettre. Et je dois pouvoir pinguer, ça veut dire envoyer un ping et recevoir le retour, le routeur. Donc le routeur 0 shell me répond. Et c'est tout à fait normal. Il doit répondre, on est sur le même réseau que lui, on a une adresse conforme et on le ping en invoquant son adresse. À partir de là, je vais lancer un navigateur internet avec comme adresse IP, donc ici je vais taper 192.168.100.254, je préfère le retaper même si il a déjà en mémoire. On s'aperçoit que le système a déjà vu qu'il y avait une erreur de certificat. Alors là il se passe un phénomène qui est un petit peu gênant pour ma démonstration. Si ça vous arrive et que vous avez un écran qui se découpe comme ça, le système va avoir du mal à vous permettre d'agir. Donc vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier
de façon à régénérer une requête et les choses devraient rentrer dans l'ordre. Donc là j'ai appuyé sur F5 et vous avez vu, j'ai cliqué sur le bouton avancer. Ça fait apparaître l'explication de cette alerte et qui me permet d'aller au-delà en acceptant de prendre le risque de rajouter l'exception. Alors rajouter l'exception sans entrer dans le détail, là encore ça n'est pas le propos. Mon navigateur internet ne connaît pas le certificat qui est associé à Zero Shell. Pourquoi il ne le connaît pas? Parce que ce certificat n'est pas inscrit auprès d'une autorité de certification à laquelle cette machine adhère. Donc elle n'a pas les magasins de certificats en mémoire et elle ne peut rien comparer. Et du coup, elle nous informe qu'il y a une prise de risque à poursuivre. Donc je fais une exception, je continue malgré tout. Et je peux accéder à mon routeur. Le login c'est admin, le mot de passe c'est Zero Shell, on l'avait vu tout à l'heure. Une fois que c'est tapé, on se connecte et on peut voir notre config Zero Shell. Donc là l'objectif, c'est que mon PC Windows XP puisse envoyer un ping vers Internet. Je vous rappelle à nouveau que cette machine a en fait déjà été préparée, celle-ci, et qu'elle est dans l'état du routeur fonctionnant en mode box. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va voir les paramètres du routeur ici, et qu'on va voir le NAT, on s'aperçoit que j'ai déjà mis la carte ETH02 dans la déclaration des interfaces où le NAT est activé. Et donc tout ce qui franchit le routeur venant d'une autre interface et qui sortirait par ETH02 prend l'adresse de ETH02 pour tous les paquets. En clair, c'est exactement l'opération que je décrivais tout à l'heure. Tout le monde peut sortir par mon routeur Zero Shell. Donc, comme c'est fait, je n'ai pas à refaire, pardon. Maintenant, ce que je dois faire, c'est vérifier que cette machine-là possède une passerelle. Alors, comment elle posséderait une passerelle? Ben, pour l'instant, en fait, elle n'en possède pas. Mais pour ça, il faut que je configure dans le réseau la carte connectée sur le réseau extérieur, c'est donc celle-ci, et que je lui attribue une adresse IP. Alors, on voit qu'elle n'en a pas. Mais rappelez-vous que je ne veux pas lui en attribuer une, puisque nous savons qu'un serveur DHCP est présent sur notre réseau de sortie. Pour info, ici. Donc s'il y a un DHCP ici, c'est bien à lui de donner une adresse IP à ce point-là, et par la même occasion de donner la passerelle et le masque. Donc la passerelle, le masque et l'adresse IP, c'est pas mon boulot, à moi de les mettre ici. Il faut que je fasse une requête, il faut que je demande à ma machine de faire une requête. La carte est bien activée. Je viens ici, je m'aperçois qu'elle n'a pas d'adresse obtenue dynamiquement. Je coche, enfin j'appuie ici sur le bouton et je mets en Enable cette fonction. Il crée une requête. On est patient, on attend. Si nous rend la main assez rapidement normalement, on voit une adresse IP, je zoome un petit peu pour que vous la voyez bien, qui a été obtenue. Alors je ne pouvais absolument pas prévoir qu'elle allait obtenir celle-ci, mais c'est une adresse qu'il a obtenue. Donc maintenant, je vais aller dans le routeur pour voir au niveau de ma table de routage si une passerelle par défaut est présente. Passerelle par défaut, Default Gateway en anglais. Default Gateway. La voilà. Elle est associée à mon interface ETH2. Donc tout paraît tout à fait normal. On peut aussi faire une autre vérification. On va regarder la table de routage en cliquant ici. Et oui, c'est ce qu'on vient de faire. Pardon. On va plutôt regarder Default Gateway ici. Alors, quand on voit Default Gateway ici, on peut la rajouter. Mais lorsqu'elle a été reçue par DHCP, moi j'ai souvent remarqué ça, dans Zero Shell, elle apparaît ici que quelques instants après. Et si on voulait la voir apparaître tout de suite, il faudrait systématiquement rebooter. Elle apparaîtrait tout de suite, ou désactiver, sans doute le réseau le réactiver.
Mais il ne faut pas s'en préoccuper parce que ce qui m'intéresse et la vraie vérification pour moi c'est la table de routage. Bon, comme on l'avait vu si vous avez suivi cette présentation, que ici dans le menu système on a une fonction qui permet de faire des tests, on va pouvoir nous intéresser non pas à RP, non pas au chemin, mais au ping vers une adresse. Je choisis une adresse qu'on connaît bien tous concernant une adresse internet. C'est en fait une adresse qui se trouve sur internet. Et je la ping. On peut voir que le ping donc a fonctionné tout à fait normalement. Aucune perte, tout a l'air correct. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon routeur zéro shell est parfaitement capable d'atteindre internet. Et du coup, son rôle, ça va être de nous y emmener. Bon, alors, est-ce que ça marche déjà? La condition pour que ça marche, c'est que l'interface ETA02 soit inscrite en tant qu'interface NAT. C'est le cas. La deuxième condition, c'est que cette machine soit elle-même capable d'accéder à Internet. C'est le cas, nous venons de le vérifier grâce à cette fonction de ping. Ce qu'on peut aussi voir, c'est, et c'est rarement différent que ça, mais que cette case soit cochée. C'est le cas. Maintenant, si toutes ces conditions sont réunies, il faut que je demande à mon PC de faire le test. Mais avant de le faire, il y a aussi une condition à vérifier. Alors ça a déjà été fait tout à l'heure en fait. C'est de vérifier que l'adresse IP qu'il a en tant que passerelle par défaut est bien celle du routeur. C'est le cas. Donc à ce stade-là, on peut par un simple ping vérifier, toujours cette fameuse adresse par exemple, que l'on sort par un ping. On voit que ça passe. Hein. Et le test qui serait peut-être le plus judicieux de faire maintenant, ça serait de permettre en fait, de voir si on peut, j'agrandis un petit peu la fenêtre, hein, si on peut faire un ping tracé, ce qu'on appelle un trace route, pour être certain que cette machine passe bien par notre routeur et pas par en direct, quoi, qu'il n'y a pas une sorte de raccourci qui serait fait par la machine. Donc j'ai agrandi pour le confort la fenêtre, et au lieu de faire un ping de 8888, je vais faire un trace RT. Trace RT, ça veut dire trace route, mais c'est abrégé, c'est comme ça qu'il faut l'écrire sous Windows. Donc regardez ce qui se passe au niveau des différentes lignes. On est à la ligne 8, 9, etc. En 9 coups, en 10 coups, pardon, le DNS Google public a été atteint, celui qui s'appelle 8888. Et le premier coup et le deuxième coup, c'est en fait mes routeurs. Le premier 192.168.100.254, vous le connaissez, c'est lui-même, les routeurs 0 shell. Et l'autre, c'est ma box internet, qui est ici une box chez Free. Et ensuite, c'est directement le réseau de Free avec ses différents méandres. Et donc ces adresses IP qu'on voit ici sur les différentes lignes. Voilà, donc ça fonctionne. On peut faire un autre test, hein, pourquoi pas celui-ci. Et on voit que ça marche aussi. Bon, moi, à ce stade-là, je valide le fait que ma machine accède à Internet et qu'elle utilise bien mon routeur pour cela. Et donc, ça veut dire tout simplement que dans ma configuration donc de cette machine, il y a bien donc tous les paramètres qui permettent à la machine qui se trouve donc ici d'accéder là, et même au-delà, hein, sur internet 8888 on pourrait le dessiner ici par exemple. Voilà, donc cette partie là est validée. On va maintenant, dans une vidéo supplémentaire, nous intéresser à la modification qui va donc consister à rajouter la branche qui est ici.
en utilisant pour ça le routeur zéro shell que j'ai préparé par clonage, et puis une deuxième machine XP. Et dans le début de ce document, il est demandé de ne plus toucher à ce routeur là pour une fois que ça fonctionne, hein, donc une fois qu'on a fait nos tests de ping internet 8888 Yahoo, etc., et que ça fonctionne, on ne touchera plus à ce routeur là pour passer à la réalisation de ce réseau là et le permettre d'accéder à internet. Lui permettre d'accéder à internet sans toucher ici, ça veut dire qu'il va falloir jouer sur le NAT une nouvelle fois. Donc voilà, c'est dans la prochaine vidéo qu'on va faire cette opération, elle sera donc la démonstration que le NAT a une importance capitale dans cette opération.